Le Premier ministre russe est en visite officielle en Chine pour renforcer la coopération économique et stratégique entre les deux pays. Notre invité, c'est Claude Blanche-Maison. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur de France à New Delhi et à Moscou. Ce déplacement, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des relations entre la Chine et la Russie qui, quand même, on a l'impression, se renforcent sérieusement? Oui, bien sûr, elle se renforce et puis ça nous permet de découvrir M. Mishustin. On ne parle jamais du Premier ministre russe. Mikhail Mishustin. Or, M. Mishustin est Premier ministre depuis un certain temps. Il n'est pas du tout connu sur le plan international. On n'en parle jamais dans les médias. C'est un gestionnaire. Il a été en fait l'équivalent du directeur général des impôts autrefois et il a informatisé complètement le système des impôts russes. Il a modernisé le système et il a la réputation d'être un gestionnaire. En réalité, et de peu s'occuper de relations internationales. Cela dit, en cas de malheur, s'il arrivait quelque chose à Poutine, c'est lui qui ferait l'intérim, comme Poutine l'a fait le 1er janvier 2000, lorsque Yeltsin a démissionné, puisque c'est ce que prévoit la Constitution, et c'est lui qui organiserait les élections. Donc c'est un monsieur qui est quand même assez important et qui gère l'économie russe, dans le fond, au quotidien. On ne sait pas ce qu'il pense, au fond, de cette guerre en Ukraine, puisque vous savez que des petits bruits commencent à émerger du côté des milieux économiques russes, même de certains oligarques, même de la patronne de la Banque centrale, Madame Nabiulina, comme quoi cette guerre pourrait bien mettre en difficulté l'économie russe. Monsieur Mishustin ne s'exprime pas là-dessus, et effectivement, il va consolider la coopération avec la Chine, ce qui est normal. La Russie n'a jamais abandonné les rapports particuliers que l'Union soviétique avait avec la Chine, puisque même quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, il a fait un voyage en Chine pour renouer les relations qui avaient été un peu estompées à l'époque Yeltsin. Donc Mishustin va faire un travail sérieux, un travail sur la coopération économique avec la Chine. Et les Russes ont besoin, puisqu'il y a un embargo occidental, ils ont besoin de composants, ils ont besoin aussi de fournitures de la part de la Chine. En contrepartie, évidemment, ils espèrent continuer à fournir du pétrole malgré les embargos de M. Trump et malgré les menaces secondaires contre les pays qui s'approvisionne en pétrole en Russie. Vous me rassurez, parce que je pensais qu'il n'y avait que moi qui ne connaissais pas Mikhail Mishustin, mais en fait, c'est normal, il était assez peu connu. Annalisa. C'est aussi une réaction à la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. C'est pour rappeler aux Chinois que même si la situation s'apaise avec Moscou, le vrai axe reste celui entre les Russes et les Chinois, finalement. Bien sûr, je pense que Poutine n'a pas beaucoup apprécié cette rencontre entre Xi Jinping et Trump, parce qu'il y a toujours la crainte que, dans le fond, les Chinois trouvent avantage à traiter avec M. Trump. Alors d'ailleurs, d'une certaine manière, ils ont traité. Et, ils n'ont pas traité de manière définitive, mais ils ont conclu une sorte de trêve. C'est-à-dire que toutes les menaces de M. Trump ont été reportées à 1 an, les droits de douane punitifs ajoutés aux droits de douane imposés à la Russie, leur application est reportée à 1 an. Et puis, en contrepartie, évidemment, les Chinois ont dit qu'ils seraient probablement plus compréhensifs sur l'exportation des terres rares, puisqu'ils ont mis en place un système de licence à l'exportation pour tout contrôler en matière de terres rares. Et les Chinois ont l'arme absolue en matière de terres rares, puisque c'est eux qui raffinent 90% des terres rares. Et le temps que d'autres pays se constituent des capacités de raffinage, indépendamment du problème des mines, du problème des terres elles-mêmes, eh bien, il se passera un certain temps. Sur la question de la Corée du Nord, évidemment, il y a un rapprochement très fort entre la Corée du Nord et la Russie. Il y a la question de ce pont sur la frontière entre la Corée du Nord et la Russie. Il y a une vingtaine de kilomètres. Il va y avoir un pont qui va être construit. Comment vous voyez ça? C'est un non-événement? C'est symbolique? Écoutez, il y a toujours eu une sorte de compétition entre la Chine et la Russie vis-à-vis de la Corée du Nord. Alors le protecteur traditionnel, c'est la Chine, bien entendu, mais la Corée du Nord s'est montré un sujet un peu infidèle. Je ne suis pas sûr que les Chinois aient été ravis que la Corée du Nord impose l'arme nucléaire nord-coréenne, qui était conçue par la dynastie des Kim, qui est au pouvoir depuis que la Corée du Nord existe en réalité, comme la condition de la survie du régime et comme la condition de la survie d'une Corée du Nord. Donc ils l'ont imposé aux Chinois, qui n'en étaient pas ravis. Les Chinois ne pouvaient rien faire parce qu'ils ne peuvent pas contrer directement de front la Corée du Nord et qu'ils ne veulent surtout pas d'une réunification au profit de la Corée du Sud qui mettrait les GI en contact avec l'armée chinoise. Donc
ils l'ont imposé et c'est vrai que actuellement, la guerre en Ukraine permet à la Russie de renforcer une véritable alliance avec la Corée du Nord. Alliance puisqu'ils ont fourni des quantités phénoménales d'obus. Oui. Il se trouve que les obus sont du bon calibre, alors que les obus des autres pays de l'Est ne sont pas du bon calibre. Et par conséquent, ils ont pu fournir énormément d'obus, quelques millions d'obus à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Puis ils ont aussi fourni des troupes, avec d'ailleurs un nombre de morts assez considérable, puisque Kim Jong-un a inauguré un monument aux morts nord-coréens sur le front ukrainien. Donc c'est véritablement une alliance militaire qui se conclut et se développe, qui est inquiétante pour l'avenir, parce que la Corée du Nord est un pays incontrôlable, qui en effet, des temps maintenant, possède l'arme nucléaire pour assurer en effet sa survie, dit-elle, mais qui peut faire un chantage à tout moment par rapport à la Corée du Sud ou à d'autres pays de la région. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.